se retrouver, un plaisir d'organiser une rencontre en ligne. On aurait pu la Mais faire oui, à la librairie, comme on a l'habitude, mais mais oui. cette fois-ci, on va démarrer une toute première rencontre, puisqu'il y en a, on n'a pas eu le temps de pouvoir parler de ce livre, pas eu le temps d'avoir d'émission. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour un auteur d'être privé de cette passation, je dirais, entre l'écriture et puis la transmission à ses lecteurs? Pour moi, je me suis rendu compte que vous étiez un point essentiel à l'achèvement d'un livre, que ça passe par sa présentation, donc devant les libraires, dans quelques émissions, dans les salons, et que là, j'ai l'impression de ne pas avoir mis le point final, euh, de ne pas vous avoir passé mes personnages. Ils sont restés avec moi, donc de ne pas avoir totalement fini le livre. Et c'est assez frustrant parce que le livre est là, il était dans les librairies, puis les librairies ont fermé, de passer devant toutes ces librairies fermées où j'avais quelques rendez-vous et puis tout a été annulé. Donc voilà, on va essayer de, d'achever le livre, de mettre le point final, ce qui est presque On pourrait une presque étape couper un normale. cordon, c'est couper le cordon. Exactement, c'est couper le cordon et pour ça, on a besoin de vous. Donc, merci de me recevoir pour ces premiers coups de ciseaux. C'est bien. Et puis, tout ça, en fait, votre métier, le métier des éditeurs, le métier des libraires, en fait, c'est vraiment une course de relais. On se passe Oui, ce texte et on avance ensemble dans ce partage, dans l'enthousiasme. Donc, encore une fois, vous venez nous voir avec votre écriture élégante, avec votre questionnement sur la maturité, la transformation d'une jeune fille en femme. On va creuser dans le roman, on va parler de ces personnages, mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur les points forts et les points clés. On peut dire sans rien dévoiler que Tina est une toute jeune femme et qu'au moment où elle découvre l'amour, elle va être confrontée à deux amours, puisqu'elle va tomber amoureuse d'un fils et de son père. oui. Est-ce que ça correspond à cette fragilité que vous vouliez mettre en avant? Oui, je voulais mettre en avant aussi les choix dans la vie, les tiraillements. Euh, Tout n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement, hein. C'est pas toujours un amour pour toujours comme on aimerait croire au prince charmant qui vient vous chercher. Là, elle tombe fascinée par le père, donc par la maturité. Elle est jeune, elle a un garçon qui a son âge. Il y a parfois un décalage entre les garçons et les filles sont parfois plus matures qu'un garçon de 17 ou 18 ans, enfin au même âge, et elles tombent fascinées par un homme qui est moins, enfin qui est un homme, alors que le jeune est encore un peu adolescent avec ses, En en devenir. devenir, voilà, avec ses maladresses, avec ses injustices, avec ses accusations, on verra plus tard. On reviendra Voilà, sur ces donc tout personnages. d'un Et, coup, l'élégance du père dans les manières, dans l'attention qu'il lui porte, va la subjuguer. et en fait, ce qui vous a intéressé, vous le dites d'ailleurs, tu le dis, pardon, excuse-moi, c'est une idée d'une jeune fille qui t'a avoué cette transgression extraordinaire. C'est ce moment de choix, c'est cette évolution. Et ce qui va être très intéressant, c'est que tu nous la présentes, elle nous raconte cette histoire étant devenue une femme épanouie. Oui, c'est, j'ai voulu démarrer ce livre par un voyage de 20 ans de mariage. C'est une célébration. Et puis, le danger de revenir vers le passé, c'est pas sans danger de relire et de repenser à son passé. Un événement va faire qu'elle va devoir et qu'elle va être tentée de le redécouvrir parce qu'elle a occulté certains passages, peut-être parce que
c'était, comment dirais-je, un petit peu en dehors des convenances. Et j'aime bien être borderline, raconter des choses un peu en dehors des convenances, parce que la vie n'est pas toujours convenable non plus. Et puis c'est Mais plus intéressant de creuser à la marge, de creuser à la frontière pour ton travail, le côté psychologique, l'évolution de oui, tes personnages. c'est exactement ça. J'avais envie d'avoir des personnages qui étaient borderline et de me mettre dans leur tête et de voir ce moment où le désir allait être confronté à la morale et aller gagner sur la morale, ce désir irrésistible avec des gens qui sont des gens tout à fait corrects et normaux. Il n'y a pas de crime, mais il y a voilà, des choses qui peut-être n'auraient pas dû se passer. Est-ce que l'idée, peut-être que je vais te surprendre en disant ça, Mm. j'ai lu ce texte comme une pièce de théâtre. Il y a quelque chose de la tragédie antique, il y a quelque chose de très théâtral. Est-ce que c'était une idée que tu as eue tout au long de cette écriture? Non, mais j'ai lu dans les quelques papiers qui sont sortis qu'en effet, ça faisait penser à une tragédie grecque. Alors moi, je me suis dit beaucoup plus Facile. modeste. Oui, beaucoup plus modestement, une tragédie en Grèce, mais à y repenser, oui, une tragédie des temps modernes. Et si, comme certains l'ont fait, on compare à Phèdre, en effet, il y a le père, le Médée, il y a Hippolyte, il y a le fils, et il y a Phèdre déchiré entre les deux amours. Oui, mais voilà, mais c'est une tragédie, si on peut appeler ça tragédie, des temps modernes, avec, oui, elle est déchirée entre l'un et l'autre. Alors, on va parler de l'époque parce que je pense que ça crée l'attente, ça crée la distanciation qu'il y a eu entre ces personnages. Nous sommes à une époque où il n'y a pas de téléphone portable. Euh, J'aime on, beaucoup on ça, est, moi. on est chez soi en train d'attendre un appel, Mm. mais on n'est pas joignable H24. Mais j'aime beaucoup décrire l'attente parce que, alors évidemment, c'est comme avant et après Jésus-Christ. Avant le téléphone portable, c'est toute une autre époque. Oui, mais nous on connaît, on peut en Connaît parler. cette époque parce que l'attente est toujours un peu dangereuse parce qu'on imagine une chose idéale qui ne va pas forcément se passer, mais on peut être déçu. Mais c'est beau l'attente. Alors évidemment, il va y avoir des moments où elle va attendre auprès d'un téléphone et Il faut tous les deux attendre. les deux, et lui oui, peut-être pour son plus grand malheur, oui. Et dans la continuité de cette époque, c'était une époque, et ça j'ai trouvé que ton idée était absolument merveilleuse. En fait, cette femme, cette Tina, devenue femme, va retrouver un panier, on ne vous dira pas trop ni comment ni où, mais elle va retrouver un panier avec des lettres qu'ils se sont échangées. Et c'est encore une fois un temps, une époque où on prenait la peine de s'écrire. Maintenant, il se C'est sera vrai. envoyé des textos. C'est vrai. Et ils auraient perdu leur téléphone et ils les auraient pas sécurisés, ils auraient perdu tous les textos. C'est vrai que on appartient à une époque où on s'écrivait, où il y avait encore des lettres. Et j'ai voulu, enfin, beaucoup de jeunes femmes qui ont écrit, qui ont pu lire, qui ont eu le temps de lire ce livre, ont dit: Ah, mais ça me fait penser donc à moi, à ceci, à cela. En effet, c'est une époque où on s'écrivait et où on a tous une lettre, un petit billet caché quelque part qui, quand on le retrouve, peut nous faire voyager beaucoup plus peut-être qu'un texto. Donc, en fait, note pour tout le monde, pour pouvoir revivre une histoire, une belle histoire, pensez à écrire. J'ai trouvé que cette image de panier rempli de lettres était quelque chose d'extraordinaire. Il va nous suivre, ça va être le fil conducteur de toute cette histoire, Mm. de tout ce passage dans la vie de Tina.
Et c'est absolument extraordinaire. Et donc ça, je trouve qu'en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, tu fais revivre l'art de l'échange. C'est pas du tout un roman épistolaire, comme chacun Pas du tout. peut en dire. Mais, C'est beaucoup plus rythmé, mais ça vient quand même scander notre histoire. mais ils font revivre. Parce que, en fait, au bout j'essaie de camper les personnages avec une psychologie comme s'ils pouvaient exister. Et une fois qu'ils sont là, j'ai l'impression qu'ils me prennent la main, qu'ils me racontent leur histoire. Je n'ai pas voulu cette histoire comme ça. Ils t'ont échappé? Il m'échappe totalement et il me raconte cette histoire. Oh, j'aurais jamais osé écrire ça. Et parfois, je me dis, mais ils exagèrent. Euh, et je me levais de plus en plus tôt le matin pour avoir la suite. Et j'ai vraiment cette sensation. euh, j'ai lu dans le dictionnaire de Danzig qu'après 30 pages, selon lui, les personnages deviennent des personnes. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Ça devient des personnes et ils ont leur propre vie et ils nous la racontent pour ma plus grande surprise aussi. Alors, je dirais que nous, lecteurs, pour te féliciter, tu les as totalement incarnés. Ils sont vivants. On se les représente physiquement, on les voit. Et c'est là tout le brio de votre travail. Je ne sais pas, mais j'ai essayé de créer des personnages humains. J'aime Ouais. bien qu'il y ait un côté sombre, un côté fragile, euh, des attirances qu'on peut plus ou moins dominer, parfois pas. Ça m'intéressait pas de faire un héros, justement, mais quelqu'un de normal Faillible. et de faillible, absolument. Les failles m'intéressent. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Dis-moi, Christine, pourquoi le choix de la Grèce et de Paris? Alors, la Grèce, c'est parce que il me fallait un pays sensuel où les femmes portent des robes à bretelles tous les jours, euh, ce qui n'est pas le cas de Paris, et des sandales ou marchent pieds nus, pour que l'attirance soit plus immédiate, n'est-ce pas? Pour que ce soit plus facile. Quand on arrive avec une grosse doudoune, il faut deviner. Euh, Là, les choses étaient plus évidentes. Et puis j'aime beaucoup le soleil et la chaleur. Mhm. Et Paris, c'est vrai que ça, c'est un clin d'œil à mes études. Moi, j'habitais dans un pays chaud aussi, et je suis arrivée à Paris pour étudier. C'était normal quand une jeune fille a passé son bac ou un jeune homme, on partait ailleurs, dans un endroit où il y avait des universités pour étudier. Donc, j'ai connu Paris comme ça, donc Et c'était alors, plus facile. excuse-moi, ça correspond très bien à la vie de Tina parce que la Grèce, c'est Athènes, c'est sa vie de lycéenne, tu le dis toi, elle-même, c'est une petite libellule qui a une volonté de libellule. Quand elle arrive à Paris, elle va éprouver de la solitude et c'est là où elle va mûrir et grandir très vite. Oui, parce qu'en même temps, c'est une femme forte. C'est pas du tout une histoire d'emprise. S'il y a une personne qui sera sous emprise, c'est l'homme. C'est Et je pas, me mets dans la tête de l'homme. J'essaie de comprendre le moment où un homme glisse. Euh, elle n'est pas du tout sous emprise. Pour moi, une femme libre, une femme forte, c'est une femme qui aime qui elle aime et qui se fiche du regard des autres. Et ça va être son cas. Elle va surmonter le regard des autres. elle en est beaucoup plus libérée que le Simon, qui Mais vit dans une Simon forme de mensonge, de secret. ne peut pas se libérer parce que il s'agit de son fils. Mm. Donc finalement, il sera toujours là comme une épée Damoclès, même s'il ne l'a pas élevé, s'il a divorcé très jeune, donc il a des relations de copains et pas tellement de père à enfant. Donc il, il est moins libre tout de même qu'elle, mais c'est elle qui prendra une décision. Mais elle Euh, n'est pas du tout manipulatrice.
Non, elle n'est pas, elle va être sincèrement amoureuse. Alors, être amoureuse de deux personnes à la fois, ça se fait, mais ah, je vous ai perdu. Là, on est là. Vous me voyez, voilà. Je ne juge pas mes héros, mais ça peut être critiquable. Mais quand c'est le père et fils, c'est gênant quand même. Ouais. Alors, revenons à cette première histoire d'amour. Tina est lycéenne. Mm. Elle va rencontrer Marco. Mm. Marco, c'est le premier. Le premier, elle va avoir sa première nuit d'amour avec lui. Ça ne s'oublie pas. C'est une première transformation de la chrysalide en papillon. C'est un épanouissement. Elle est encore jeune. Elle va être, par rapport à Marco, c'est normal d'avoir un petit copain, on est en terminale, on va passer son bac. Enfin, c'est dans la ligne des choses, c'est logique. Pour le moment, il n'y a rien, Oui, leur histoire n'est pas exceptionnelle. non, c'est juste presque un peu un passage obligé pour être comme les autres. On ne sait pas si ça lui manquait vraiment, si voilà, mais c'est un peu un passage obligé. Ouais. En fait, quand elle va être vraiment amoureuse, ce sera la seconde fois. Ouais. On reviendra un peu plus tard sur le caractère de Marco, qui lui va évoluer aussi. Mm. On est d'accord au fil du Mm. livre, du gentil petit amoureux à quelque chose de plus compliqué. Normalement, il est amoureux, Marco, de Tina. Il l'emmène voir son père qui représente quelque chose. Même, tu l'as dit, ils n'ont pas des liens très forts, mais il l'épate un peu. Il admire ce père qui est très beau, Mais oui, visiblement qui a de l'argent, qui sort, qui a un bateau. Et là, oui, cette rencontre est déterminante. mais il est pas sûr de lui comme on peut ne pas l'être à 18 ans. Donc, en fait, c'est un peu un péché d'orgueil et il veut montrer, présenter son père pour épater aussi sa copine, sa petite amie Tina. Il veut présenter le père fort et évidemment, ça va être l'erreur. Puis elle va aussi l'un à côté de l'autre, elle va pouvoir faire la différence entre l'homme qui est à l'aise et qui domine finalement son fils. Et le fils qui vient demander en plus de l'argent, qui tend la main pour avoir de l'argent de poche, elle se sent humiliée et d'être assimilée presque ce gosse un peu mal élevé et un peu mal dans sa peau. Simon, donc le père, euh, il va nous apparaître très beau, très séduisant, avec tout ce que ça comporte. Sa voiture sent bon le cuir, il conduit vite. C'est presque un prédateur dans un premier temps. Il va beaucoup évoluer, mais il a un côté dangereux. Alors, j'ai pas. Après, il va un peu glisser, mais au début, c'est un homme qui vient de perdre sa compagne, qui est un homme veuf, et donc tout d'un coup, il retrouve la vie quand il voit cette jeune fille. Il avait renoncé aux femmes et elle lui redonne vie dans la tête, dans le corps, et ça va être très difficile de résister. Mais il n'est pas prédateur parce que quand il vient pour la consoler, puisque ça se passera pas au début pas très bien avec le fils. Euh, il, il admire sa beauté, mais il essaie encore de résister. Mais Euh, il a, après, il va essayer presque de l'acheter quand s'il voit qu'elle lui échappe, il se dit mais quelles sont mes armes? Alors il va essayer, mais c'est pas ce genre de fille. Il va se dire peut-être qu'elle va aimer le confort évidemment plutôt qu'être sur une mobilette, de rentrer dans une voiture confortable et voilà. il y a une scène, on ne va pas la dévoiler parce qu'elle est très frappante et très importante. Euh, ils seront tous les trois dans la voiture. Euh, Cette scène-là, tu as voulu qu'elle soit marquante, choquante, qu'elle marque profondément un tournant dans leur rapport. Oui, Et c'est là où je trouvais qu'il avait de la violence en lui.
J'ai trouvé que cette Oui, scène était très oui, dure. oui, oui, mais ça, j'ai fait exprès. Alors là, en effet, ça rejoint le théâtre. Et d'ailleurs, on m'a demandé pour le Paris des femmes d'adapter, et j'ai commencé par cette scène, comme un coup de poing, commencer, comme on dit en effet au théâtre, dans le ventre. Euh, c'est une scène, oui, où c'est l'attirance, où tout d'un coup, l'homme devient un peu, comment dirais-je, pas bestial, mais voilà, il s'excuse après. Bon, on ne va pas la raconter. Je voulais surtout pas la dévoiler, mais on sent qu'il y a un rapport de force oui. qui va changer. Et que là, en effet, elle ose pas dire non, mais en même temps, elle est aussi attirée. Et la chose qui se passe, euh, alors que le fils dort derrière, on ne sait pas s'il dort, si... N'en dis euh, pas plus, n'en dis pas plus. voilà, donc c'est en effet le début. Est-ce que Tina va être perpétuellement prise par ces deux choix, ces deux vies? Il y aura plusieurs scènes tout au long du livre où elle n'arrive pas à choisir. Ça fait partie de son caractère, elle doit passer par là pour s'affirmer et pour enfin choisir, quitte à ne rien conserver. Alors, ça arrive d'hésiter dans la vie et d'être attiré. En fait, Marco représente la jeunesse et ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, donc elle aura un peu de la peine pour lui parce que Marco, c'est elle, c'est la jeunesse. Et l'homme plus âgé représente pour elle la fascination, euh, donc peut-être le vrai état amoureux. Euh, et elle est un peu des deux. Elle est jeune, elle a aussi envie d'aller sur une mobilette et dormir sur la plage en écoutant les Pink Floyd, Et mais de danser la nuit. et peut-être de danser la nuit. En tout cas, Marcos, ce qui va se douter d'une chose, va essayer de faire du mal à son père en lui disant qu'elle danse la nuit. Mais au fond, elle dansera une nuit. Est-ce qu'elle va danser tout le temps? Je ne sais même pas. Je ne suis même pas sûre. Mais elle est quand même, elle est jeune. Elle est aussi, ça, elle n'a pas tout à fait le courage de dire au revoir à la jeunesse pour vivre une vie de femme. On ne peut pas mener les deux vies. Il va falloir choisir à un moment donné. Le choix, elle le fera. Mais elle est les deux. Elle est les deux. Elle aime bien aussi devenir une femme, tout d'un coup, être considérée, qu'on lui ouvre la porte et mettre une jolie robe et être emmenée au restaurant. D'ailleurs, tu le dis, elle passe de l'étudiante en mini-jupe et en bottes à la femme en tailleur et à talons aiguilles. Voilà, et c'est ce changement dans... Oui. Et elle aime les deux vies. Et Ouais. elle, voilà. Et alors, une des questions que va traiter le livre, c'est vraiment cette question de l'âge et des plaisirs de chaque âge. Est-ce que tu l'as fait très consciemment ou c'est arrivé avec tes personnages de cette violence que j'imputais à Simon, au père, dans un premier temps, qui va tout doucement glisser dans Marco. Et c'est Marco qui, à la fin du livre, va devenir un personnage violent. Alors, moi, Simon, je ne le trouve pas avoir trop violent parce que je tombe amoureuse de lui. C'est mon moteur pour écrire. Ouais. Donc, je deviens un peu Tina, amoureuse d'un homme aux cheveux gris. Alors, je le trouve séduisant et je ne le trouve pas violent. Oui, c'est le jeune qui est violent parce que il la laisse tomber et puis après, il veut la récupérer et il ne comprend pas qu'on ne joue pas avec les femmes, les Ouais. filles, mais qui est devenue déjà une femme comme ça. Qu'une fois qu'on a dit non, ben peut-être que c'est non. Mais il veut reprendre. Alors, ça, lui est encore très adolescent, mais le père, je ne le trouve pas violent. Il devient. J'ai un personnage qui m'a hanté tout le temps, c'est dans Un amour de Dino Buzzati, Oui, je voulais qu'on en parle parce que de c'est impressionnant cet Dorigo, architecte. qui est un architecte, qui est un homme
le terme qu'il emploie, distingué et un type bien qui tout d'un coup se fait mener par le bout du nez par Buzzati emploie le mot putain milanaise, bon, pourquoi pas. C'est ce passage-là qui m'a passionnée. À un moment donné, Simon, donc le père, va, comme on dit vulgairement, péter les plombs. Voilà. Elle va, quand il aura l'impression qu'elle danse la nuit ou qu'elle se fiche de lui et qu'elle lui ment, Encore une scène très forte et très poignante de ce voyage à Paris qu'on ne dévoilera pas. Mais qui m'a fait mal. Je dois oui, vous dire que quand je l'ai écrit, je me disais, mais non, il ne va pas aller jusque-là. Et c'était logique. Il devait aller jusque-là. Et voilà, il devait aller jusque-là. Il devait perdre la tête. Il devait. Mais ça m'a fait mal d'abîmer comme ça. je perds cet homme. L'abîmer. Oui, Ouais. parce que je savais qu'il allait perdre l'estime de Tina s'il se comportait comme ça. Alors, bon, au début, elle n'est pas sûre que ce soit lui, on ne va pas dire ce qui s'est passé, mais malheureusement, il y avait un voisin. C'est ça qui est très intéressant. En fait, quand ce livre est un livre sur l'amour, sur les différentes étapes, et à ce moment-là, à partir du moment où il y a du doute, à partir du moment où il y a de l'interrogation, on voit l'évolution du pouvoir dans le couple. On voit la fragilité, on voit la souffrance. C'est terrible le doute. Quand le doute s'immisce dans une relation, c'est la souffrance qui vient avec le doute, c'est la remise en question de soi-même, de ce qu'on a cru construire. Mais là, c'est particulier parce que c'est un amour qui forcément ne peut pas être à très long terme, étant donné la différence d'âge. Mais l'autre jour, j'ai pensé à un film au lauréat. Je ne sais pas si Oui, vous l'avez tout à vu, fait. de Mike Nichols. Ouais. Et là, bon, c'est aussi un amour improbable, sauf que c'est dans l'autre sens. Bon, de Beau, c'est un copain de la fille qui tombe amoureux de la mère. Bon, et là c'est le contraire. Mais c'était, il aimerait, mais les projets sont difficiles à long terme ensemble, et ce qui rend les choses extrêmement intenses. Et ça décuple ce moment. Mais je pense qu'ils vivent, ils n'ont pas le même rapport au temps tous les deux. Elle ne voit pas l'urgence que Simon va ressentir. Et lui voit le temps lui filer entre les doigts, sa situation, l'éloignement. Euh, il va souffrir effectivement beaucoup plus dans cette anticipation, dans cette pointe de jalousie. En fait, on voit vraiment encore une fois, je trouve qu'on sent ça dans la tragédie et c'est l'analyse psychologique de ton personnage qui est absolument passionnante. Alors Donc, qu'au début, c'est l'homme fort, oui, c'est l'homme justement, puissant. c'est ça qui s'inverse en fait. Et on voit que celle qui tire son épingle du jeu, ça va être Tina. C'est elle qui Parce mûrit. que finalement, la jeunesse, est-ce que c'est pas la plus grande force? Elle est jeune, elle a l'avenir devant elle. Lui est un homme qui a réussi, est un homme qui a donc toute la réussite matérielle, euh, mais il va bientôt être trop âgé pour cette jeune fille qui va avoir envie peut-être de vivre. Et un autre échec pour Simon, c'est ce rapport père-fils. Échec pour les deux d'ailleurs. Mm. Marco, Simon, Simon, Marco, ils ont, à aucun moment, ils n'ont réussi à tisser quelque chose. Non, parce que en effet, il a divorcé de la mère tout de suite après le mariage et il ne s'est pas occupé du fils. Donc après, il a essayé d'établir une relation de copain, mais j'ai fait de Simon un homme un peu rustre, qui aime la pêche, la chasse, qui est pas
du tout un homme à femme non plus, et je le trouvais séduisant pour ça. Euh, et il emmenait son fils comme un copain pour chasser, pêcher de temps en temps, quand probablement il en avait la garde. Et le fils a gardé cette admiration qui fait un peu de peine pour ce père qui a si bien réussi, alors que lui ne travaille pas bien à l'école, va rater le bac. C'est pour ça que Tina part sans lui à Paris. Euh, Et, c'est cette différence entre l'un et l'autre qui... Oui. et des petites choses. Tu m'as jamais accompagnée à l'école. Est-ce que tu as choisi quelque chose pour moi? En fait, on voit la différence entre il est très gâté parce que son père lui file des liasses de billets à n'en plus finir. Oui, Mais à la limite, il a aimé un petit cadeau. oui, il n'y a pas d'attention et il fait son devoir. C'est peut-être pour ça qu'il est généreux avec lui, parce il a à se pardonner. Encore plus dur quand il y a quelque chose. Je Ouais, voudrais c'est un qu'on coupable. s'arrête, Oui. on s'arrête, Christine, un petit instant sur les personnages secondaires, une en particulier qui a un rôle déterminant, avant de parler de Leda, de la mère de Tina, qui pour moi, que je range faussement en personnage secondaire parce qu'elle a un rôle Ouais. clé, on est Mm, d'accord dans toute cette mm. histoire. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, alors peut-être que c'est péjoratif, je suis désolée pour tous ceux qui nous écoutent, ce qu'on appelle les serviteurs. Que ce soit le jardinier de Simon ou la nourrice gouvernante de Tina. Euh, c'est extraordinaire de les voir en retrait, s'exprimant peu, mais jugeant. Oui. Alors, ça, je me souviens d'une lecture, j'adore Sandor Marai, et les braises que vous avez sûrement lu commencent avec cette femme qui a été témoin de tout ce qui s'est passé dans cette maison. Là, j'ai voulu un témoin en dehors de la mère, un témoin d'autant plus fort qu'elle avait élevé Tina, elle était au courant. Elle est en effet, elle a été au courant de tout, mais bon, elle est comme quelqu'un de la famille. Elle est là et elle a tout vu. Elle était contre le dénouement de l'histoire, mais elle s'est toujours tue. Et elle se trouve obligée, parce qu'elle a trouvé ces lettres, de les donner à Tina en lui disant de les déchirer, de les brûler. Mais comme la mère, ça commence par la fin, la mère va pas bien, elle peut plus prendre la décision, donc elle n'a pas le courage de les mettre à la poubelle, elle, et elle les donne à Tina en lui demandant de ne pas les lire. Et Qu'elle c'est se ça, doute, elle elle se se... doute. Donc c'est en effet quelqu'un qui est là comme un témoin d'une vie. Ouais. Et Et le le jardin, jardinier comme un philosophe finalement, il parce est... qu'il lui dit il y a un âge pour tout, il y a un âge pour danser. Alors là, parce que Simon, qui est un peu perdu, va lui demander conseil parce qu'il a l'air d'un homme heureux. Mais il lui demande s'il s'entend bien avec sa femme. Et il Il y se a rend encore... compte que la vie simple est peut-être plus heureuse. Et s'il danse avec sa femme, il dit mais oui, mais on dansait quand on était jeune, mais maintenant non. Alors il se rend compte que Tina a envie de danser, que lui, qui a forcément un décalage de... Ces petits cailloux qui sont glissés, qu'on retrouve, la danse, le fait de danser jeune, etc. Ça, Oui, c'est très joli. la Et danse, c'est je important, voulais ça symbolise la jeunesse en effet. exactement. Je voulais qu'on parle du rôle d'une mère qui s'exprime peu, mais dont l'action va être assez déterminante. C'est un beau personnage aussi, Leda. Oui, c'est un beau personnage qui me plaît énormément parce qu'au fond, elle est malheureuse avec son mari aussi, qui est souvent absent. Et quand la première fois Simon va taper à la porte, elle va quand même espérer que c'est pour elle. Ouais. Parce qu'il est séduisant, c'est sa génération, et elle Et qu'elle est pense jolie. peut-être Et qu'elle est qu'elle est jolie. très jolie. Alors, elle ressemble énormément à Tina, avec 20 ans de plus, qui va vers
ce qui m'a inspiré, la fin, évidemment. Ouais. On ne peut pas raconter, mais Non, on ne la c'est une racontera pas, mais son personnage m'a beaucoup femme jeune. touchée. Oui, parce qu'elle est là, elle fait la cuisine, elle attend beaucoup, elle s'ennuie un peu. Et puis, quand cet homme arrive, elle espère que, quand il vient une fois, qu'il va revenir. Et Tina voit ça dans la maison. Elle voit bien la vieille nourrice et la mère qui se repoudent, qui se mettent un peu de rouge à lèvres, qui enlèvent le tablier quand il sonne. Elle se rend bien compte que tout d'un coup, il redonne vie à cette maison. Ouais. Dans une seconde partie du texte, si l'on peut dire, elle a un rôle déterminant. Je pense qu'elle aide Tina à grandir Oui, et à s'émanciper. oui. Dans une autre partie, elle va être finalement décisionnaire. Peut-être que les Ouais, choses ne se seraient pas passées comme ça ouais. si elle n'avait pas fait, on ne va pas raconter, mais ce Non, qu'elle a mais fait elle, et qu'on elle a, saura à la fin. ouais, elle a un rôle assez extraordinaire. Je trouve que pour un personnage très en douceur, très en retrait, elle a un rôle magnifique. Oui, j'aime bien cette femme aussi. Je... Mesdames, je suis revenue, je vais vous interrompre. C'est passionnant, mais je suis obligée d'un peu de vous couper parce que j'ai des questions qui arrivent et des questions qui vont avoir des réponses un petit peu longues. Alors, la première question, Christine, c'est est-ce que tu Oui, peux nous parler de ton écriture et savoir ce que ça représente pour toi? euh, je, je, je crois que je ne pourrais pas vivre sans écrire. J'ai l'impression d'avoir une double vie. Alors, un pied dans la réalité, un tout petit pied, et un grand pas de géant dans l'imaginaire. Je passe beaucoup plus de temps à, à écrire, enfermée dans mon bureau, finalement qu'à vivre. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que j'ai eu raison? Je ne sais pas, il n'y a pas de réponse. Mais hier, pour la première fois, je me suis réenfermée. Là, cette histoire de confinement m'a perturbée et je ne retournais pas dans mon bureau. Et hier, pour la première fois, j'ai fermé les portes et j'ai passé la journée dans mon bureau et toute seule à écrire ou à relire des choses. Et je me suis dit, mais c'est quand même merveilleux cette vie-là. Donc, oui, l'écriture, c'est ma vie et c'est quand même, alors c'est peut-être, ça va sembler à certains bizarre, mais c'est une vie à part entière et je me sens jamais seule parce que je suis avec mes personnages. Ce que j'allais dire. Justement, est-ce que dans ce livre-là précisément, il y a une lectrice qui elle, a tout de suite pensé à Rimbaud. Est-ce que Rimbaud t'a influencé dans ce livre-là, particulièrement par rapport à la jeunesse? Quand tu Oh, dis qu'on j'aime est sérieux, quand on a beaucoup 17 Rimbaud, mais non, mais c'est vrai qu'il peut symboliser la jeunesse et parfois les folies de la jeunesse, mais il ne m'a pas inspirée. Euh, Au fond, ce qui m'a inspirée, c'est euh, je pars souvent de quelque chose que j'ai ressenti jeune, donc ce qui pourrait être une fascination pour les gens, les hommes mûrs, quand on est avec des adolescents un petit peu lourdeaux. Euh, et, et puis les histoires que j'ai écoutées de jeunes femmes. Alors justement, là, il y a une question. Se glisser dans la peau d'une étudiante quand on a une expérience plus grande, est-ce plus facile ou plus difficile que de se glisser dans le corps d'une héroïne de son âge? Euh, les deux m'intéressent et c'est un travail différent, mais c'est bien de voyager. Là, on se rajeunit, c'est formidable, vous vous rendez compte? J'aime bien être dans. J'ai été dans la tête de Courbet, donc d'un grand peintre. J'ai été dans la tête de Marie-Antoinette. J'ai été dans celle de Virginia Woolf. Et là, d'une jeune femme, je l'étais aussi avec le corps qu'elle a. C'est, c'est formidable parce que tout est encore possible et on peut soit rectifier, soit analyser ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. Euh, et on peut en même temps donner indirectement une leçon de vie. En tout cas,
confier une expérience. N'oublie pas d'être heureuse. Je m'adressais aussi aux jeunes au moment du choix. J'ai dû choisir entre deux pays, entre deux professions. Je suis notaire, enfin, j'ai fait l'école du notariat, j'ai fait 7 ans de droit, alors que Cheval je aussi, non? voulais. Hmm. Un peu de cheval, non? Il me semble être Beaucoup cavalière. de cheval, j'étais cavalière. Et là aussi, tout était des histoires d'amour et des déchirements quand il fallait arrêter le cheval et pour venir à Paris étudier. J'ai fait le vœu de plus jamais remonter sur un cheval alors que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en concours hippique parce que c'était l'amour des animaux et de mes chevaux et que ce serait plus pareil sans eux. Euh, oui, j'aime bien écrire sur la jeunesse et sur les choix. C'est très difficile d'être jeune. Je trouve que c'est beaucoup plus facile maintenant. Bon, si ça s'arrêtait, ce serait pas mal. Mais, mais, mais voilà, la vie est faite et on s'est peut-être trompé, on a fait des erreurs, mais quand c'est à faire et qu'on est en face des choix, et c'est tellement euh, facile de se tromper. Si j'ai juste enfin c'est pas un conseil, mais moi j'ai été là où mon cœur me portait. Voilà, je voulais écrire et finalement j'ai abandonné. Tant pis pour les études, il vaut mieux changer de route tant qu'il est temps. Justement, là, je fais juste une petite parenthèse. Est-ce que la rigueur que vous avez eue par le droit et par le fait d'être cavalier, parce que quand on est cavalier, je sais ce que c'est la rigueur. Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu être borderline, entre guillemets, c'est vous qui avez utilisé le terme, dans vos romans? De vous lâcher un peu plus plutôt est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Non, là-dessus? mais pour moi, la littérature, c'est la liberté. C'est, et, et, et c'est formidable d'être libre et d'écrire ce qu'on a envie d'écrire et de pas porter de jugement, de ne pas juger ses personnages comme dans la vie. On essaie de ne pas juger les gens. Euh, et en plus, bon, ils ne font qu'aimer, hein. Il n'y a pas de regret, mes personnages. C'est pas comme quand on a été forcé ou sous emprise. C'est pas du tout une question d'emprise. Ils ne regrettent pas, au contraire. Dans votre roman, vous abordez l'attente. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'attente? Est-ce que c'est la vie ou c'est autre chose? Écoutez, l'attente m'a toujours fascinée. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'attente. Euh, je me souviens que j'avais été interviewée par un célèbre philosophe qui me dit, mais vous avez réinventé une théorie de Spinoza. Je n'avais jamais lu Spinoza. C'est pas l'homme qui crée le désir, c'est le désir qui va inventer l'homme. Et ça, c'est un peu le résumé de l'attente. C'est-à-dire, dans ce désir, vous imaginez un homme parfait, vous fantasmez, et tout le danger de l'attente est dans ce fantasme-là. Parce qu'on peut voir les gens différents de ceux qu'ils sont en réalité. Donc c'est un sujet, l'attente, passionnant, qui m'a toujours, comme le silence et l'absence. J'ai écrit sur ces 3 sujets, le silence des hommes, la mélancolie du dimanche et l'attente. C'est 3 sujets qui me passionnent. Parfait. Alors moi, je n'ai plus de questions. Je vais redonner la parole à ma chère consoeur Marie-Adélaïde et je ferai la conclusion juste après. Marie-Adélaïde, je te redonne la main pour la fin. Merci. Oh, avec plaisir. Christine, dans Oui, l'amour, est-ce que tu crois plus au hasard ou au destin? ah, quelle vaste question. Alors, dans la tragédie grecque, comme on parle toujours de destin, euh, moi je crois à la chance. Je crois il y a, comme souvent dans la vie, une chance, mais qu'on peut organiser, qu'on peut attirer. Il faut avoir envie d'eux et il faut un peu d'intuition, il faut peut-être ressentir les choses. Euh, si, comme tu as parlé au début de mon livre et tu l'as comparé à une tragédie grecque, euh,
c'est libris en grec, c'est le besoin de se dépasser qui va perdre Simon. Ce besoin de... Alors qu'en fait, c'est Tina qui va rétablir un équilibre, et l'équilibre est naturel. C'est celui de la jeunesse qui reprend ses droits, tout simplement. Et parfois, il faut se trouver faut réaliser quelle est sa place. Elle a peut-être réalisé que sa place n'était pas dans un grand hôtel avec un homme plus âgé. Donc, le destin, on peut le faire parfois en disant non, parfois en disant oui, mais il faut, je sais pas, un peu se de chance. maîtriser. Il faut rester maître de son destin peut-être pour que ça ne devienne pas du hasard et qu'on ait une part de responsabilité peut-être dans nos choix. Mais en même temps, heureusement qu'elle a vécu cette histoire. Je disais tout à l'heure à Nathalie que personne ne regrette. Lui dira qu'il a vécu les plus beaux moments de sa vie, et elle, dans la voiture, assise à côté de son mari pour fêter ses 20 ans de mariage, ce n'était pas l'endroit idéal. Évidemment, est-ce qu'on trompe son mari par la pensée? Alors ça aussi, c'est une question qui s'était posée. Une grande question. Forcément, en relisant, elle va y repenser. Et alors là, c'est vrai que dans cette voiture, c'est malvenu. Il est là, il prend la main, ils vont fêter les 20 ans. Mais elle ne regrette pas parce que c'était un chemin de sa vie. Peut-être que c'est son éducation amoureuse, sa construction. C'est sa maturité. Voilà, mais qu'il fallait l'arrêter en effet à un moment donné. Et ça, c'est difficile de prendre une décision, d'arrêter des choses, de dire stop. Et ça fait toujours mal. Et elle a peut-être pris, on ne sait pas, mais on verra à la fin. Peut-être enfin, voilà. Et donc, en fait, on peut dire, tu dis une très jolie phrase, tu dis, quand Simon, dans la bouche de Tina, quand Simon retrouve sa place, je retrouve la mienne. Et c'est un très joli moment du livre qui correspond, à mon avis, très bien, si tu en es d'accord, au caractère de Tina. Oui, au fond, quand il redevient un père pour son fils, parce que de temps en temps, il va lui aussi être tiraillé, et puis ça va lui donner la bonne place. Oui, elle va réaliser les choses. Ça lui donne ce recul. Un très, très beau portrait de femme que tu nous livres, de construction, un beau roman sur 20 ans d'une vie et sur une femme assez forte. Et c'est un personnage qu'on est content de connaître à tes côtés. Merci Christine, parce que ce texte est très beau, il est lumineux. Et quoi de mieux qu'une belle histoire d'amour à lire quand on est chez soi confiné. Ce texte nous apporte du soleil, nous fait voyager, nous fait réfléchir. Bravo, merci à toi. Merci Marie-Adélaïde, merci beaucoup. Merci Marie-Adélaïde. Donc je rappelle que le livre de Christine, Est-ce que tu danses la nuit, est sorti le 26 février, qu'il est toujours en vente et en précommande chez les libraires qui sont ouverts, qui font le Quick and Collect et le Drive. Vous avez tout ça sur le site je soutiens ma librairie.com. Demain, on se retrouve à 17h30 à la même heure qu'aujourd'hui avec Gaëlle Nohan pour La Femme révélée et la librairie de Paris à Saint-Étienne. Donc, mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci Christine de nous avoir accueillis dans ton salon. Merci Marie-Adélaïde. Alors, on va se quitter dans la nuit parce que quand je vais couper, on va se retrouver dans le noir. Je suis désolée, c'est un petit peu violent, mais je n'ai pas le choix. Donc, je vous dis merci, je vous embrasse. Et merci à vous deux. Merci, au revoir Nathalie, Christine. Merci.